Mettez-vous d'accord en direct sur Sud Radio. Nos invités aujourd'hui, Arnaud Benedetti, professeur à la Sorbonne, rédacteur en chef de la revue politique et parlementaire, auteur de Chaos, un essai donc sur les imaginaires des peuples avec Stéphane Rosès aux éditions du Cerf. Bonjour Arnaud Benedetti. Bonjour à vous. À vos côtés Anne-Laure Blin, députée LR du Maine-et-Loire. Bonjour Anne-Laure Blin. Bonjour à vous. Également avec nous dans ce studio, Lounès Hadjroud, adjoint à la mairie de Châtillon et porte-parole du PS. Bonjour Lounès Hadjroud. Bonjour. Et puis enfin Gaëtan Dussauceil, porte-parole du RN. Bienvenue Bonjour à tous. Et on commence avec vous, Lounès Hadjroud, votre coup de cœur. Ça fait du bien un peu des coups de cœur quand même, pas parler toujours de mauvaises nouvelles. La baignade est bientôt possible dans la Seine, c'est ça ? Exactement. C'est la maire de Paris qui l'a annoncé hier, donc au lendemain des JO. Il y a 3 points dans la Seine, donc un à côté d'ici, à Grenelle, entre le quai et la statue miniature, la statue de la Liberté miniature, Pont-Marie dans le centre de Paris et sous le pont de Bercy, si j'ai bien compris. Donc ces 3 points-là devraient être accessibles à la baignade au lendemain des JO, dès 2025. C'est un engagement historique de tous les maires de Paris. À ma connaissance, je ne crois pas qu'il y en ait un qui ait dérogé à cet engagement mythique. Et c'est plutôt, je trouve, une bonne chose, un bon signal de montrer qu'on peut aussi améliorer la qualité environnementale de nos espaces. Et la Seine fait partie de Paris. Moi, le jour où c'est baignable, en tout cas au public, évidemment que j'irai. Et je trouve que c'est un espace public que l'on rend aux Parisiens, évidemment protégé, surveillé. Ça existe dans beaucoup de villes qui bénéficient d'un fleuve en leur sein. Et je trouve que c'est plutôt une bonne chose que de le faire. Et puis comme on dit que je prends toujours des coups de gueule, j'ai trouvé comment on fait pour rendre baignable? Ben oui. Alors ça a été de lourds investissements publics sur le traitement des eaux, oui, sur un travail sur les branchements des péniches, les rejets d'eau usée qui avaient parfois pas de séparateur entre les eaux usées et les eaux pluviales. C'est tout un travail de traitement de l'eau dans les centrales de traitement du SIAP. Donc ça a été beaucoup d'investissements publics depuis 2016. Et puis si on prend les investissements qu'il y a eu avant, la qualité de l'eau de la Seine s'est petit à petit largement améliorée. Et je trouve que c'est plutôt un bon signal. Ça veut dire qu'en investissant publiquement dans la recherche, dans le travail de scientifiques, c'est un travail quand même... c'est des scientifiques qui travaillent pour avoir ce résultat sanitaire. On arrive à avoir des résultats qui impacte notre quotidien et notre environnement. Blin, vous avez l'air un petit peu sceptique. Vous n'iriez pas faire votre brasse avec Lounès Non, j'avoue que je ne suis pas tentée. Et j'avoue que j'ai entendu ça quand j'étais chez moi à la radio. J'ai trouvé ça un peu surprenant comme initiative, parce que je pense qu'un maire de Paris a une autre préoccupation que de vouloir absolument rendre la Seine propre. Bon, je me dis qu'à défaut d'avoir une ville propre, ils auront peut-être une Seine propre. Alors, il vaudrait mieux que les Parisiens aient envie d'aller se baigner, parce que la propreté à Paris, ce que je vois toutes les semaines quand je viens à Paris à l'Assemblée, me désespère et est assez affolante. Et je crois que les Parisiens en ont assez. Donc, moi, je pense qu'il aurait mieux valu se concentrer sur les priorités. J'entends cet argument régulièrement, mais je crois qu'il y a des logiques mais c'est la réalité. Malheureusement, la propreté à Paris... La maire de Paris a été réélue malgré toute votre stratégie de saccage permanent. Vous inquiétez pas. On a une candidate très déterminée. Rachida Dati prépare... Oui, Rachida Dati est plus que déterminée et travaille là-dessus. Mais en tout cas, sur la propreté, je pense que le bilan d'Anne Hidalgo n'est pas si positif que vous semblez dire, mais je comprends bien que vous défendez. Non, juste un petit point. Je ne rentrerai pas dans ce débat entre la majorité municipale et son opposition, même si ce ne sont pas des représentants de la majorité municipale et de l'opposition municipale en tant que telle, mais ils font leur porte-parole. Mais je me souviens que Jacques Chirac, je crois, quand il était maire de Paris, dans les années 80, donc c'était fin des années 80, début des années 90, avait promis lui-même de rendre la Seine à nouveau
à nouveau propre pour la baignade. Donc voilà, son vœu a été exaucé. C'est un petit clin d'œil. Voilà. Il mettait plus loin, il dit on pourra même boire l'eau de la Seine. Gaëtan, c'est une remarque sur cette scène, ça vous inspire Non, pas particulièrement, mais après je pense qu'on n'est pas obligé de faire de la politique ou de la politique électorale de tous les sujets. Il se trouve que les municipalités, et pourtant c'est pas moi au sein du Rassemblement national qui vais défendre le bilan d'Anne Hidalgo, loin de là, mais bon, c'est vrai qu'il est quand même des compétences d'une municipalité de pouvoir gérer plusieurs dossiers en même temps. Il est vrai qu'il y en a certains qui n'avancent pas assez vite, donc en soi, oui, c'est très bien qu'elle essaye de faire ce qu'il faut pour rendre la Seine plus propre. Il serait très bien qu'elle rende en effet les rues plus propres. Je suis d'accord avec vous, mais on n'est pas obligé de tout politiser systématiquement. Je politise pas, c'est factuel. Moi, je dis simplement qu'à défaut de rendre une ville propre, si on ne devait gérer qu'une priorité à la fois, nos villes tourneraient au ralenti. Surtout aujourd'hui. Bon, voilà, ça a en tout cas suscité le débat. On se retrouve dans quelques instants avec votre coup de gueule, Anne-Laure Blin. Restez avec nous. Sud Radio, mettez-vous d'accord. 9h-10h, Stéphanie Demuru. Mettez-vous d'accord en direct sur Sud Radio avec nos invités Anne-Laure Blin, Lounès Adjroud, Gaëtan Dussaucé et puis Arnaud Benedetti. Anne-Laure Blin, je me tourne vers vous parce que vous avez un coup de gueule concernant les agriculteurs. Oui, parce que en fait, il y a des problématiques qui touchent vraiment les agriculteurs, et notamment une problématique très importante, c'est la problématique des nuisibles. Alors aujourd'hui, de manière très politiquement correcte, on appelle ça les ésodes, les espèces susceptibles d'occasionner des débats, donc histoire de camoufler un peu les effets néfastes de ces nuisibles. Et notamment, il y a une espèce particulièrement qui est très problématique, notamment en période de semis pour les agriculteurs, c'est les choucas. Les choucas des tours, alors c'est vrai que quand on est à la ville, on connaît peut-être difficilement les choucas, mais les choucas sont des espèces qui sont... Je viens de la campagne, je connaissais pas les choucas. Non plus. Après, c'est selon les zones de campagne, mais toutes les zones ne sont pas touchées. Dans le Maine-et-Loire, nous sommes touchés et ça pose vraiment des problématiques, parce que les choucas, contrairement aux corbeaux ou aux corneilles, par exemple, sont des espèces qui sont protégées. Et donc, pour éradiquer les choucas, il faut demander une autorisation de prélèvement. Oui, ça vous semble peut-être un peu lointain, mais je vous assure qu'à la campagne, ça nous parle. Et les agriculteurs sont vraiment touchés par ça, parce que ça met véritablement en danger leur activité professionnelle et plus largement notre question de souveraineté alimentaire. Et moi, j'ai voulu poser des questions au ministre de la Transition énergétique pour savoir ce que l'on pouvait faire pour éradiquer ces espèces nuisibles. Parce que si on ne les régule pas, et si à chaque fois qu'il y a des autorisations, notamment préfectorales, qui sont délivrées aux agriculteurs pour les éradiquer, et parce qu'elles sont attaquées par des associations animalistes telles Crown Life ou One Voice, vous avez des vraies problématiques de multiplication, et vous avez clairement des exploitations agricoles, des cultures qui sont véritablement menacées. Et il vous a répondu, le ministre ? Non, malheureusement, il a préféré aller prendre un petit déjeuner avec une autre personnalité au moment de l'examen de cette semaine de contrôle à l'Assemblée. Et c'est vraiment une problématique, moi, sur laquelle j'attire à la fois le ministre de la Transition énergétique, le ministre de l'Agriculture, parce qu'il y a des vraies conséquences directes. Et face à cela, les agriculteurs sont complètement livrés à eux-mêmes et ne savent plus quoi faire. Donc, c'est pour ça que moi, c'est un vrai coup de cœur pour nos agriculteurs qui se démènent au jour le jour, mais les épouvantails, les canons ne servent plus aujourd'hui suffisamment à éloigner ces espèces nuisibles, donc notamment ces choucas des tours. Et donc il faut véritablement avoir une politique publique très ambitieuse, de manière à ce qu'en matière d'éradication des nuisibles, on soit sans ambiguïté et qu'on aille vraiment jusqu'au bout avec une vraie logique de protection de nos agriculteurs, de notre agriculture, dans une visée de protection de souveraineté alimentaire. Donc voilà, c'est un petit message que je voulais délivrer ce matin, parce que c'est très peu connu et les agriculteurs ont véritablement besoin qu'on fasse remonter cette problématique, qui les touche vraiment au plus près et au quotidien. On espère qu'ils auront entendu ce message, en tout cas, Anne-Laure Blin. Gaëtan Dussaucé, je me tourne vers vous pour votre coup de cœur. Pour vous, c'est étonnant, Fabien Roussel, vous avez un coup de cœur pour Fabien Roussel aujourd'hui. Tout à fait, comme quoi on n'est pas finalement si sectaire que ça au sein du Rassemblement national. Porte-parole du RN.
oui, effectivement. Donc oui, petit coup de cœur pour Fabien Roussel, le patron du Parti communiste français et l'ancien candidat à l'élection présidentielle, qui, lors d'un déplacement dans l'Aisne, a déclaré que pour lui, la NUPES était dépassée. Et alors, je me réjouis de voir qu'il y a encore parmi un certain nombre de personnalités, et de grandes personnalités de la gauche française, il y a des gens qui ont un peu cette clairvoyance et un peu cette raison de dire qu'en effet, la France insoumise est allée trop loin par l'attitude d'un certain nombre de députés, notamment pendant le débat autour de la réforme des retraites, trop loin dans les positions qui ont été celles d'un certain nombre de cadres, encore une fois, de la France insoumise, au moment des émeutes qui ont frappé la France durant plus d'une semaine. Donc je suis content de voir qu'il y a des personnes qui sont capables de concevoir, comme un grand nombre de Français d'ailleurs, qui je pense ont pu voter et faire élire d'ailleurs des élus de la France insoumise au sein de l'Assemblée nationale, mais qui aujourd'hui doivent très certainement regretter un petit peu, puisque il y a la France insoumise est devenue complètement irresponsable et choque un grand nombre de monde. On a vu un certain nombre de déclarations, notamment des cadres qui se refusaient à condamner les violences et appeler au calme au moment des émeutes. On se souvient de cet élu député qui jouait avec la tête d'un ministre en guise de ballon de foot. Donc je pense qu'il est très bien de voir enfin on va dire des grands personnages de la gauche se réveiller et mettre en garde face à ça. J'espère juste que les actes suivront aux déclarations et que donc ces alliances qui ont été faites de manière un peu artificielle il fut un an, eh bien seront peut-être revues, que les copies seront revues par toutes celles qui sont aujourd'hui, et toutes ces personnalités qui sont aujourd'hui choquées par l'attitude de la France insoumise. Je me tourne logiquement vers vous, Lounès Hadjroud, évidemment. Vous êtes le représentant du Parti Socialiste ici, un porte-parole d'ailleurs du Parti Socialiste adjoint à la mairie de Châtillon. Qu'est-ce que ça vous inspire? C'est vrai que c'est un petit peu le sparadrap du capitaine Haddock, là, la France insoumise, pour les socialistes, les communistes aussi, qui commencent à être un petit peu embarrassés peut-être. Écoutez, on va pas faire semblant. Il y a des désaccords qui existent sur les modes d'expression, sur les mots que l'on utilise, et parfois même de position. Est-ce que cela fait que l'on est diamétralement opposé sur toutes les questions sociales, de transformation de la vie publique et économique? Je crois qu'on a encore beaucoup de choses qui nous rattachent à cette famille de la gauche, et je ne crois pas que l'ensemble de la France insoumise soit à jeter. Voilà. Mais moi j'assume pendant cette séquence d'émeutes, il y a eu quand même des choses je crois que le premier discutable. Le premier secrétaire du Parti Socialiste a été extrêmement clair sur la question. Nous avons eu un profond désaccord sur ce point-là, et nous avons fait partie de celles et ceux qui ont appelé immédiatement au calme, appelé de manière, et je l'ai fait ici plusieurs fois, à la justice et à un traitement judiciaire de l'affaire Nahel, mais que rien ne pouvait justifier les violences qu'on a pu vivre pendant plusieurs jours. Mais pas au point de rompre l'accord. Écoutez, moi je pense que ça ne va pas jusqu'à rompre l'accord. Mais voilà. Non. Donc c'est que vous assumez leur position. Vous voyez, hier... Écoutez, est-ce que vous assumez les positions du Front National dans la mesure moi, je suis député Les Républicains. Bruno Retailleau disait hier qu'il n'avait pas... Pardon, vous me souvenez à peu près pas. C'est les mêmes positions. Non, le Parti Les Républicains a une ligne très claire. Bruno Retailleau ne voyait plus de tabou à assumer des propositions du Rassemblement National. Voilà, que les digues... Ça, c'est une vision de la droite qui parle comme nous pendant la campagne. Par ailleurs, moi j'ai envie de vous dire... Moi, j'assume parfaitement. En même temps, s'il vous plaît, parce qu'on va pas vous Par ailleurs, entendre. moi, j'ai envie de vous dire, j'assume parfaitement l'union, la NUPES qui a été créée dans le cadre des élections législatives de 2022. Je crois que ça a réveillé un espoir chez un certain nombre de nos concitoyens de gauche, principalement, puisque c'est eux qui ont été amenés à voter pour ceux qui ont été élus. Le nombre de députés présents à l'Assemblée le prouve. Nous n'avons pas gagné, certes. Vous êtes fait quand même aspirer par la France insoumise. Pardon ? Vous êtes fait aspirer par la France insoumise. Vous avez qui devant vous ? Le porte-parole du Parti Socialiste. Mais vous n'êtes pas député. Je suis pas député, mais j'étais pas candidat. Oui, mais regardez le nombre. Non, mais ce que je veux dire, c'est que vous regardez le nombre de députés socialistes à l'Assemblée sont clairement moins nombreux que sous la législature précédente. Je vous rappelle qu'on a fait 1,7% au profit de la France insoumise. Je vous rappelle qu'on a fait 1,7% à l'élection présidentielle et qu'il a fait 20%. Mais est-ce que vous désolidarisez? C'est une question très importante. Est-ce que vous vous désolidarisez de la présence des députés de la France insoumise à la manifestation
manifestation interdite de samedi. Écoutez, moi je n'y serais pas allé. Par contre, je trouve scandaleux la position de Yael Braun-Pivet qui vient tordre le règlement de l'Assemblée nationale. Il demande des sanctions. Enfin, les trois groupes demandent des sanctions. Donc vous vous désolidarisez pas en fait. Donc c'est normal quand on est député élu de la République d'aller à une manifestation interdite. Quand vous êtes député de la République, par ailleurs, il n'est pas, rien ne condamne le fait d'aller dans une manifestation interdite. Oui. Oui, vous avez le droit. Donc parce qu'il n'y a pas d'infraction créée, vous voulez aller jusqu'au bout. Il y a trois groupes. Parce que la loi n'interdit pas, c'est un principe constitutionnel. Parce que la loi n'interdit pas, pas interdit. C'est un principe constitutionnel que vous êtes censé défendre. La loi n'interdit pas, c'est interdit. C'était interdit, pardon, mais donc ça valait une interdiction. La manifestation est interdite. Les organisateurs peuvent, en cas de trouble à l'ordre public, être sanctionnés, mais ceux qui y participent ne peuvent pas, s'ils ne créent pas de trouble à l'ordre public. Vous utilisez le flou juridique et le vide. On est dans un état de droit, on n'est pas dans un état de morale. Voilà, ça sera au bureau de l'Assemblée de juger puisque trois groupes ont déposé justement un processus. Arnaud Benedetti, ça vous inspire quoi? Non, juste sur la question de la participation des députés de la France Insoumise et quelques Verts à la manifestation. Oui, je rejoins ce qui a été dit, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'infraction dans la mesure où, en tant que parlementaire, et ce qui est heureux, vous disposez, avec l'article 26 de la Constitution, d'une immunité parlementaire qui, finalement, organise votre liberté d'action et votre liberté d'expression. Dans le cadre de notre mandat, c'est... Non, mais après, on peut avoir une condamnation politique et morale. Mais il n'y a aucune illégalité et je ne vois pas les raisons pour lesquelles, je veux dire, aujourd'hui, on serait amené à les sanctionner. Exactement. Mais enfin, ça, c'est une autre... Non, mais sur le plan... Je parle uniquement sur le plan formel et sur le plan du droit. Après, sur le plan politique... Oui, mais enfin, c'est quand même une conquête... Non, mais la gauche est toujours très prompte à nous donner des leçons de morale, mais jamais à s'appliquer à elle-même. Je ne défends pas la France... Soyons clairs, je ne défends pas la France insoumise. Je dis qu'il y a des principes qui existent dans la République, que ces principes sont issus d'une longue histoire. Je rappelle que la conquête de l'immunité parlementaire, c'est la Révolution française, c'est 1789, c'est Mirabeau, c'est le serment du jeu de paume. C'est une conquête extrêmement importante et qui vous protège tous d'ailleurs, et qui vous protège également, madame. Donc c'est un point, je crois, qu'il faut souligner. Oui, mais il y a quand même une conduite à tenir. Alors après, moi, je ne me permets pas tout parce que j'ai une immunité parlementaire. Je termine. C'est scandaleux ce que vous dites, Arnaud Benedetti. Mais non, mais là, Arnaud Benedetti, c'est ça du droit. Oui, mais on ne peut pas tous. Je ne fais pas scandaleux, je fais un rappel du droit. Si le rappel du droit est scandaleux, alors on vit pas. En effet, on risque de ne pas se comprendre. Mais c'est pas un rappel de droit. Il y avait une manifestation interdite, donc de fait, on ne se rend pas. Je crois que vous m'avez pas compris. Je crois que vous m'avez pas compris. J'ai pas dit que je justifiais la présence des parlementaires de la France insoumise dans la manifestation. Je dis que, mais pas du tout. Je dis que juridiquement aujourd'hui, rien n'autorise à ce que l'on puisse les poursuivre. C'est tout. C'est le droit. C'est la réalité, j'allais dire, constitutionnelle du pays. Non, mais par contre, pour en revenir au débat de fond, c'est-à-dire sur ce qui traverse aujourd'hui la gauche, le problème, si vous voulez, de la gauche, c'est que l'unité qui s'est faite autour de la NUPES est une unité qui s'est faite autour de la force la plus radicale de gauche. Ce qui pose un problème à la gauche parce que quand on regarde la capacité qu'a eu la gauche à chaque fois conquérir le pouvoir, elle a pu conquérir le pouvoir parce que la capacité de rassemblement se faisait finalement autour de ceux qui étaient les plus centraux à gauche, en d'autres termes les plus modérés, c'est-à-dire la social-démocratie que représentait le Parti socialiste. Là, en l'occurrence, on est quand même à front renversé. Imaginez par exemple les années 70, si ça avait été le parti, ou même le début des années 80, si ça avait été le Parti communiste qui avait été dominant par rapport au Parti socialiste de François Mitterrand. On peut imaginer que la gauche n'aurait jamais pu conquérir le pouvoir. La difficulté aujourd'hui, et je crois que ça pose un problème d'ordre tactique, un problème idéologique et un problème moral quand même pour une partie de la gauche, parce qu'en effet, il y a des propos des insoumis qui ne sont pas acceptables, et je vous rejoins là sur ce point. En l'occurrence, la vraie difficulté aujourd'hui, c'est que je ne vois pas quel est l'espace politique qui existe pour la gauche pour redevenir, c'est-à-dire recréer une offre politique qui soit une offre politique d'alternance crédible, surtout au regard d'une évolution de la société française, qui est quand même une évolution qui va plutôt dans le sens d'une forme de droitisation. Donc ça va être compliqué. Je vous propose, messieurs, dames, de poursuivre ce débat dans quelques instants. Restez avec nous, ça a l'air en tout cas de vous passionner. Sud Radio, mettez-vous d'accord. 9h-10h, Stéphanie Demuru.
Mettez-vous d'accord, 9h31 en direct sur Sud Radio. Je peux vous dire que j'ai dû jouer les maîtresses d'école parce que les débats étaient nourris, y compris pendant cette petite pause. Je vais donner la parole à Gaëtan Dussaucé, toujours sur la NUPES qui manifestement crée des passions ici dans ce studio. Débat, c'est normal. Non, mais c'était juste pour revenir quand même sur une question qui était quand même assez essentielle. C'est qu'en réalité, il y a un an, lorsqu'on était dans la campagne des législatives, le projet commun de l'intégralité des partis de gauche et des candidats de la gauche était de mettre Mélenchon Premier ministre. C'était d'ailleurs ce qu'il y avait sur les affiches de la France Insoumise à l'époque et de la gauche NUPES, c'était Mélenchon Premier ministre. C'est-à-dire qu'il y avait quand même un objectif commun qui était de gouverner ensemble le pays. Et moi, c'est ça cette question que je pose aujourd'hui à l'intégralité des autres partis politiques, indépendamment de celle de la France Insoumise, c'est est-ce que vous êtes prêts demain, avec le bilan qui est celle et l'attitude qui est celle de la France Insoumise depuis un an sur les bancs de l'Assemblée nationale et dans les rues du pays, est-ce que vous êtes prêts demain à partager le pouvoir avec eux, oui ou non? Parce que si c'est le cas, désolé, mais je trouve que c'est quelque chose qui est excessivement dangereux et qui est excessivement irresponsable par rapport à l'attitude de la France Insoumise depuis 12 mois. Lounès Hadjoud, on vous laisse répondre puisque vous êtes le porte-parole du PS ici dans ce studio. Je reconnais que c'est pas facile. Non, c'est dur d'être de gauche, mais il y a une chose qui rassure, c'est que tout le monde est omnibulé par la gauche, donc ça crée un petit peu d'espoir pour l'avenir. Sinon, on ne commente pas ce qui est inintéressant. Donc, pas un avenir très réjouissant si on s'en compte. Écoutez, quand je vous regarde et l'état de votre parti, je me rassure. Vous voyez. Vous inquiétez pas, on se porte très bien et on travaille. Et voilà. On n'a pas besoin de faire des échauffourées comme font la France Insoumise. Voilà, on est simplement respectueux des institutions. Je crois qu'on est quelques-uns à connaître l'histoire du Parlement. Anne-Laure Blin, excusez-moi, mais Lounès Hadjoud, vous n'avez pas répondu à la question de Gaëtan Dussaucé. Je trouve assez culotté tout ce procès qui est fait à la gauche dans sa globalité, même à la France Insoumise en particulier, sur qu'il serait des trublions dans le Parlement. Mais attendez. Non, mais la question est simple. Est-ce que vous vous désolidarisez, oui ou non, de la France Insoumise? Vous n'êtes pas la journaliste, donc vous ne me posez pas la question. J'ai l'impression que vous voulez prendre ma place. Je vous laisse le studio. J'ai juste envie de dire que moi, j'ai vécu le débat du mariage pour tous dans l'hémicycle, et je peux vous dire que rien de ce qui a été dit ou fait par les parlementaires de la NUPES pendant le débat sur les retraites n'est au centième du niveau de ce que j'ai pu entendre dans l'hémicycle durant le débat et du brouhaha qu'il y a pu y avoir durant les débats du mariage pour tous et d'autres débats. Mais si, parce que c'est la vie dans l'hémicycle et que l'hémicycle. Mais on n'est pas dans l'hémicycle, ils sont dans une manifestation interdite. Mais c'était pas ça. La question de M. Gaëtan Dussaucé parlait du débat des retraites, du positionnement de la France Insoumise dans sa globalité. De gouverner ensemble demain. Et oui, écoutez, je pense qu'il serait complètement irresponsable de dire à nos concitoyens plutôt à gauche que le Parti socialiste aujourd'hui, qui a fait 1,7% à l'élection présidentielle, qui a 30 députés, quand même un ratio de réussite plutôt positif, énormément d'élus locaux, gouvernerait tout seul. Ça serait mentir. Donc vous alliez avec l'extrême gauche, c'est établi. Par ailleurs, le Parti socialiste n'a jamais gouverné. C'est ça qui est magique dans le débat français. C'est que la gauche et l'extrême gauche peuvent gouverner ensemble dans la grande indifférence. A gouverné en 95 avec les communistes, avec les Verts. Voilà. D'accord, mais aujourd'hui, nous avons toujours gouverné avec la gauche. Parfois, avec l'extrême gauche, c'est plus précis. C'est qu'aujourd'hui, je crois qu'il y a quelques années, Jacques Chirac disait que le Parti communiste était l'extrême gauche. Moi, la seule chose qu'aujourd'hui, il soit devenu le chantre de tout le monde. C'est qu'aujourd'hui, soyez cohérents. Si vous le permettez, aujourd'hui, au sein même de votre propre camp de la NUPES, vous avez des personnalités comme Fabien Roussel qui disent, en fait, si on continue avec Jean-Luc Mélenchon, si on continue avec la France Insoumise, on va droit dans le mur, et qui essaye de proposer une autre alternative. Moi, ce que j'en retiens, c'est qu'a priori, le porte-parole du Parti socialiste que vous êtes dit, je préfère continuer avec Mélenchon que d'essayer d'ouvrir une autre alternative à gauche qui pourrait être un peu plus responsable et raisonnable. Écoutez, Jean-Luc Mélenchon n'est pas candidat à l'élection présidentielle de 2027. On est d'accord. Aux européennes. Pourtant, il donne des consignes à ses députés dans l'hémicycle. Qu'il donne des consignes aux députés de son parti politique. Donc, il faut juste établir son rôle là-dedans. Il est chef de file de la France Insoumise. Voilà. Qu'il donne des consignes à ses députés. C'est la moindre des choses. Il y a une querelle entre les deux, là, parce que là, c'est le retour du débat. On ne s'entend plus. Arnaud Benedetti, vous, le spécialiste de la Constitution. Moi, je pense que les rapports de force politique aujourd'hui à gauche font que c'est encore une fois extrêmement difficile pour la gauche de pouvoir incarner une offre
une offre, j'allais dire, crédible de gouvernement, une offre d'alternative crédible. Mais le problème, c'est que la gauche est très morcelée. Elle n'est pas seulement morcelée, il ne faut pas limiter la gauche à la NUPES. Vous avez alors une offre qui essaye de se reconstruire du point de vue de la social-démocratie autour de M. Cazeneuve. Ça va être quand même très compliqué, me semble-t-il, même si de ce point de vue, Cazeneuve a une cohérence et un parcours pour lui qui, d'une certaine manière, l'autorise à pouvoir essayer d'entreprendre ce type d'initiative. Et puis, il y a quand même une partie de la gauche, il ne faut jamais l'oublier, qui est partie chez Emmanuel Macron, et qui est partie chez Emmanuel Macron dès 2017. C'est notamment ce que l'on appelait la deuxième gauche, c'est-à-dire la gauche rocardienne. Donc, la difficulté, c'est qu'aujourd'hui, vous avez non seulement des divisions au sein de la NUPES qui apparaissent, et on savait que ces divisions existaient sur la question énergétique, le Parti communiste n'a pas la position des Verts et les positions de la France insoumise. Sur la question du rapport à la République, le Parti communiste n'a pas la même position, en effet, que celle aujourd'hui de la France insoumise. Mais il y a même des divisions à l'intérieur de la France insoumise. Monsieur Ruffin n'exprime pas la même ligne politique que Jean-Luc Mélenchon. Il a, par exemple, sur les questions de sécurité ou même sur les questions d'immigration, une petite musique qu'il fait entendre. Mais la question, donc, c'est la ligne. C'est la ligne derrière. Oui, enfin, attendez, je veux dire, si vous voulez qu'on parle des Républicains durant le débat des retraites, quelle était la ligne? On la connaît pas. Si on veut jouer à ce jeu, on peut jouer à ce jeu. Non, moi je ne connais pas la ligne des LR aujourd'hui. Je ne connais pas la ligne des LR entre ceux qui veulent gouverner avec Emmanuel Macron, ceux qui veulent être dans une opposition déterminée, ceux qui sont entre les deux. Ceux qui sont entre les deux. Je termine, madame. Ceux qui sont entre les deux, je veux dire, en fonction des textes. Donc la ligne politique des LR ne me semble pas beaucoup plus claire que la ligne politique de la gauche. Ça, c'est la désinformation de la gauche, mais moi, la question, c'est que la gauche soit morcelée. C'est une chose. Vous avez voté de manière homogène, madame. Quelle ligne pour la gauche? Madame, vous avez voté de manière homogène lors de la réforme des retraites. Est-ce que vous avez voté de manière homogène lors de la réforme des retraites? Il n'y a pas eu de vote, pardon, mais il n'y a pas eu de vote. Vous avez exprimé il n'y a pas eu de vote. La motion de censure. La motion de censure, la majorité des députés n'a pas voté la motion de censure. Donc je termine. Il y a en effet, il y a des divisions à gauche comme il y a des divisions à LR, en l'occurrence. Et d'ailleurs, c'est ce qui rend finalement la tâche aujourd'hui d'Emmanuel Macron un peu plus facile. C'est que il est certainement minoritaire dans le pays, mais sauf qu'il est face à des oppositions qui mathématiquement, arithmétiquement sont majoritaires, mais qui sont totalement inconciliables aujourd'hui entre elles. Et c'est ce qui fait la force d'Emmanuel Macron, et c'est ce qui explique vraisemblablement aussi son élection, sa réélection en 2022. Et la difficulté dans laquelle il se retrouve avec une assemblée qui est une assemblée sans majorité. Juste pour rebondir sur ce que vous venez de dire, l'opposition irréconciliable, ça vous sentez visé au porte-parole du RN? Oh non, mais en fait, opposition irréconciliable. Inconciliable. Force est de constater qu'on ne va pas faire de gouvernement commun avec Jean-Luc Mélenchon et la NUPES, sauf si vraiment c'était le verdict des urnes et la volonté des Français. Mais force est de constater que pour l'instant, c'est pas le temps. Non, nous, ce qu'on appelle, c'est évidemment au rassemblement et à la constitution d'une majorité alternative. On a vu qu'on a réussi à créer la surprise il y a un an en faisant élire 89 députés au sein de l'hémicycle. C'était une première et un record pour notre mouvement du Rassemblement national. Et on sait très bien aujourd'hui, dans l'intégralité des enquêtes d'opinion, mais aussi dans la cohérence des projets politiques qui s'affrontent et se confrontent, que c'est le Rassemblement national et Marine Le Pen qui incarnent l'alternance à Emmanuel Macron. Et c'est pour cette raison qu'on se prépare d'ailleurs à exercer le pouvoir d'ici 4 ans et qu'on invite tous ceux qui veulent y participer et qui ont à cœur de défendre notre pays et nos compatriotes, eh bien, à nous rejoindre, quelles que soient les étiquettes politiques ou les engagements passés. Drôlement silencieux pendant les émeutes, hein. Oh, désolé, pour le coup, Marine Le Pen, elle a fait une allocution, pardon, excusez-moi, Marine Le Pen a fait une allocution qui a été vue et visionnée plus de 5 millions de fois. Je crois que c'est des scores que vos cadres politiques n'ont jamais réussi à atteindre sur les réseaux sociaux. Il y a eu 8 interventions de Jordan Bardella sur les plateaux télé. Je peux vous citer les déplacements à Gennevilliers, à Nanterre, à Montargis. Alors si ça, c'est être silencieux, désolé, mais j'ai du mal à vous comprendre. Très bien. Alors, on se tourne vers Arnaud Benedetti pour votre coup de gueule. Ah oui, alors c'est un coup de gueule. Peut-être qu'on sera tous d'accord en l'occurrence. C'est que, vous voyez, c'est une députée de la France insoumise qui m'a quelque peu irrité lors d'une de ses déclarations. Alors, bon, on a beaucoup parlé de Pape Ndiaye ces derniers jours, mais Pape Ndiaye, je ne reviendrai pas sur la polémique concernant CNews et concernant Europe 1, mais Pape Ndiaye a annoncé que son ministère réfléchissait à la façon dont on allait relever le niveau d'exigence en matière d'orthographe, dans les corrections de copies en matière d'orthographe.
Moi, je trouve que c'est une bonne mesure. Oui. Il se trouve que j'enseigne à l'université, que je corrige des copies, et c'est vrai que je suis obligé de constater clairement depuis un certain nombre d'années un recul de l'acquisition des fondamentaux, à la fois sur le plan syntaxique, grammatical et orthographique. Donc je trouve que c'est plutôt une bonne mesure. Maintenant, reste à savoir comment elle peut être évidemment mise en place, en l'occurrence. Mais j'entendais hier une députée de la France Insoumise, Madame Clémence Guettet, pour ne pas la citer, qui a considéré que cette proposition du ministre de l'Éducation nationale constituait l'énième illustration du caractère répressif vis-à-vis de la jeunesse, de l'exécutif. Là, je dois dire que les bras m'en sont tombés, parce que je ne vois pas en quoi, finalement, permettre à des jeunes d'acquérir les fondamentaux de notre langue, dont je rappelle quand même que l'usage de la langue de manière correcte, c'est un instrument à la fois d'égalité et d'assimilation, en tout cas pour ceux qui sont là depuis récemment en France. Je ne vois pas en quoi, finalement, faire respecter les codes de la langue française peut être constitué comme une contrainte de type répressif. Là-dessus, il faudra quand même qu'on m'explique, c'est extrêmement compliqué. Quand on regarde les classements PISA de l'OCDE, qui sont quand même des classements qui objectivent aujourd'hui justement le travail d'acquisition des élèves. La France est très mal classée. La France est très mal classée. Et tout ce que l'on vit en France, en partie, qu'on le veuille ou non, est lié au déclassement de notre système éducatif. C'est un vrai sujet qui est un serpent de mer depuis maintenant plusieurs décennies. Mais relever le système éducatif, c'est d'abord permettre aux élèves, quand ils sortent du primaire, de savoir lire et de savoir écrire en faisant le minimum de fautes d'orthographe. Ça me paraît l'essentiel. L'école est là pour apprendre un certain nombre de règles. L'apprentissage, c'est absolument essentiel. Dire aujourd'hui que contraindre par l'apprentissage, c'est d'une certaine manière avoir une action répressive vis-à-vis des jeunes, alors là, pour le coup, je trouve que c'est complètement être à côté, finalement, de ce que l'on attend d'un député, de ce que l'on attend d'un responsable politique. Bon, moi, je ne suis pas un partisan, surtout, de M. Ndiaye, mais là, en l'occurrence, sur cet aspect-là, il a parfaitement raison. Je sens que tout le monde va vouloir réagir. On se retrouve dans quelques instants. Anne-Laure Blin a failli démarrer. J'ai parlé avant, heureusement pour moi. On se retrouve dans quelques instants. Sud Radio, mettez-vous d'accord. 9h-10h, Stéphanie Demuru. Une émission qui porte très mal son nom aujourd'hui parce qu'on n'arrive pas à les mettre d'accord, ses invités, Arnaud Benedetti, Anne-Laure Blin, Lounès Adjoud et Gaëtan Dussaucé. Vous aviez envie de réagir, chers amis, au coup de gueule d'Arnaud Benedetti, qui nous parlait de la déclaration d'une députée insoumise qui voit dans l'orthographe et le niveau de relèvement d'exigence des copies comme un outil de répression, cette proposition de Papendaï de relever le niveau de l'orthographe. Allez, Lounès Adjoud, je vous laisse la parole, puisque c'est vos copains, là, c'est décidément, voilà, ça, c'est votre fête aujourd'hui. Non, mais c'est un vieux débat. C'est un petit peu bizarre, au-delà cette histoire de répression. La caricature du débat qui peut exister, c'est un vieux débat qui existe sur la question de la complexité de l'orthographe française et de cette difficulté d'assimilation par un grand nombre de nos concitoyens et qui peut générer parfois certaines inégalités. Après, pour ma part, je crois que c'est la position historique du Parti socialiste, elle est plutôt d'aller chercher les élèves et de les mener vers un meilleur niveau et une acquisition des savoirs élémentaires, lire, écrire et compter, parce que vous avez oublié compter. Oui, j'avais oublié de compter, c'est très important, surtout aujourd'hui. Et je crois que toutes les politiques publiques doivent mener vers ça, et c'est le rôle d'ailleurs de Papendaï, il ne peut pas dire autre chose. Ensuite, qui est je pense que le propos de Clémence Guettet, si on le pousse plus loin, c'est un débat sur la question des règles orthographiques françaises qui date pas de Clémence Guettet ni de la France insoumise. C'est un débat vieux comme l'orthographe et la grammaire, voire même vieux comme l'Académie française, sur l'évolution des règles orthographiques et la difficulté. Elle parle d'outils de répression quand même. Non, mais par ailleurs, on prenait les classements PISA. Effectivement, on a une langue qui est plus difficile à assimiler pour les locaux, j'ai envie de dire, pour ceux qui naissent, que d'autres langues, qui ont moins de règles, qui ont moins de contraintes grammaticales et orthographiques. Inévitablement,
ça a un impact sur les capacités à avoir un savoir parfait. Oui, enfin, bon, il y a des générations de petits Français qui ont appris le français. Je vous invite à regarder les copies du certificat d'études il y a 70 ans et les copies du bac aujourd'hui. Je ne vois pas pourquoi, si vous voulez, par le passé, les petits Français pouvaient acquérir, avec difficulté certes, mais avec un rendu qui était parfait, l'écrit et l'orthographe et la syntaxe, et pourquoi ils ne le seraient plus aujourd'hui? Parce que il y a eu aussi, enfin, il faut pas se mentir, il y a aussi une massification de l'enseignement scolaire, de l'accès à l'école. Le certificat d'études, c'était tous les enfants. Je suis d'accord, mais on n'était pas au même niveau de nombre d'élèves par classe. Il y a aussi une question de moyens, c'est-à-dire quand vous mettez 35 élèves devant un enseignant, inévitablement, il n'a pas la même capacité à aller apprendre à ses élèves de la même manière que lorsqu'il y en avait 20 ou même 25. Et ça, c'est une réalité. Il suffit d'échanger avec les enseignants pour savoir que c'est une difficilité qu'ils ont au quotidien. Ouais. Mais ça, c'est certain. C'est certain, il y a des difficultés. Il y a une vraie difficulté structurelle inhérente à l'éducation nationale. D'ailleurs, il n'y a même pas de direction des ressources humaines au sein de l'éducation nationale. Donc, il y a une vraie mauvaise gestion des personnels dans leur ensemble de l'éducation nationale. Mais en réalité, c'est une démission de l'État. C'est un manque d'exigence de l'État qui a conduit à cette baisse de niveau et à ces classements qui sont de pire en pire chaque année. Et Monsieur Benedetti, vous posiez la question de savoir pourquoi l'orthographe était vue par la France Insoumise, par la NUPES dans son ensemble, comme un outil de... Je ne veux pas me faire l'avocat de la NUPES, parce que c'est pas du tout ma sensibilité. Oui, c'est ce qu'elle a dit, mais sincèrement, je veux bien prendre le pari qu'un certain nombre de ses collègues se retrouveront dans ses propos. Donc voilà, je prenais peut-être un peu de risque, mais quand même très modéré. Oui, vous affirmiez que c'était dans son ensemble. Ce qui est certain, c'est qu'aujourd'hui, il y a une vraie logique de gauche et d'extrême gauche de déconstruction. Et l'orthographe est vue comme un carcan. Et quand vous mettez en parallèle leur volonté de déconstruction de la langue française avec leur militantisme très prompt à défendre l'écriture inclusive, on en arrive dans cette idéologie jusqu'à l'orthographe. Donc c'est ça qui est dramatique. Moi, j'ai déposé une proposition de loi que j'ai donnée à co-signer à tout le monde à l'Assemblée nationale. J'ai ouvert ma proposition de loi visant à redorer le rôle de l'Académie française et à interdire purement et simplement l'écriture inclusive. Je n'ai aucun co-signataire de gauche et d'extrême gauche sur ma proposition de loi. Donc la réalité, c'est qu'aujourd'hui, ils ne veulent pas défendre la langue française. Et plus globalement, et on le voit, l'actualité nous le montre, c'est la France qu'ils ne veulent pas défendre. Donc c'est un vrai problème sur lequel il ne faut pas lâcher et sur lequel Pape Ndiaye lui-même est démissionnaire. Je fais très vite, juste pour abonder dans votre sens. C'est vrai qu'en plus, l'écriture inclusive rajoute un facteur de complexité dans l'acquisition. C'est pour ça qu'il faut purement l'interdire. Donc en effet, il y a des a priori idéologiques derrière. Gaëtan Dussaucé. Oui, non, juste pour reprendre un peu sur tout ce qui a été dit. Bon, évidemment, moi, j'irai pas jusqu'à incriminer l'ensemble de la gauche ou de la gauche radicale pour le coup, puisque là, on a pris l'exemple d'une Clémence Guettet, mais moi, j'ai juste relevé après une autre candidate de la France Insoumise qui en plus est passée par Sciences Po. Sciences Po Strasbourg, Madame Lou Toussaint, et qui avait déclaré pareil sur l'orthographe que la bonne maîtrise de l'orthographe est un privilège, je cite, bourgeois, blanc et valide. Donc, ça montre toujours un petit peu l'esprit un peu tordu de certaines personnes. Mais non, plus généralement, quand même, il y a une question qui se pose, c'est est-ce que le niveau en termes d'orthographe, d'expression orale et écrite a baissé de fait? Oui. Est-ce qu'il faut considérer que la forme est secondaire par rapport au fond et que finalement, à partir du moment où l'élève arrive à exprimer son idée ou son opinion, eh bien, on se fiche un petit peu de savoir s'il le fait dans les règles? Évidemment que non, parce qu'en réalité, quand vous maîtrisez bien une expression orale et écrite, en fait, vous apportez de l'attention à bien vous exprimer et vous faites attention aux choses. Et ça, c'est quelque chose qui vous permet ensuite d'être beaucoup plus rigoureux et donc d'être beaucoup plus exigeant sur l'ensemble de votre quotidien. Eh bien, on vous aura mis d'accord. C'est vrai qu'il faut avoir quand même, il faut rétablir l'école dans son rôle d'émancipateur, dans le rôle d'ascenseur social aussi au sein de notre société. Mais pour ça, encore faut-il s'en donner les moyens. Nous avions proposé évidemment un renforcement du personnel éducatif. On avait proposé aussi de rendre plus attractif la profession d'éducateur et évidemment un retour
fondamentaux ont proposé le fait que 50% du temps scolaire à l'école primaire soit accordé à l'enseignement et à l'apprentissage du français. C'est sur cette note d'accord que nous terminons cette émission. Merci à vous Arnaud Benedetti, Anne-Laure Blin, Lounès Adjroud et Gaëtan Dussaucé. Merci à vous. On se retrouve dans quelques instants pour Déjà en cuisine.